Il était une fois un petit garçon qui vivait à l'orée du bois. Le paysage était beau, la vie était belle. Un jour, après une violente nuit d'orage, une grosse tache rouge s'abattit au-dessus de sa maison. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche, s'écria-t-il. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je n'ai rien fait. Il était fou furieux et voulait tout casser. Il pleura longuement, et ça ne changeait rien. La tache était toujours là. Il pensait alors qu'il pouvait la gommer, mais lorsqu'il essaya, elle était encore plus sale. Finalement, il décida de la repeindre avec une peinture blanche. Du coup, ça faisait un gros pâté au-dessus de sa maison, mais au moins on ne la voyait plus. Et la vie pouvait presque recommencer comme avant. Jusqu'au jour où une bouffée d'un vent rapporta une nouvelle tache au-dessus de sa maison. Alors là, il était dépité. Il ne voulait plus utiliser la peinture blanche. Il avait presque la sensation de vouloir tout déchirer pour ne plus y penser. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais au dernier moment, il s'est dit non, 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 ce n'est pas possible. Il revint dans la page, fit comme si la tâche n'existait pas et qu'il ne s'était rien passé. Et la vie devenait intenable. Alors, pour la première fois, il va regarder la tâche droit dans les yeux et lui a dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Il l'observa longuement et finalement, il eut une idée. Il décida de prolonger les giclures rouges et la tache devint un soleil. Il trouvait son idée géniale. Et surtout, elle le rendait heureux. Ce jour-là, il ne l'oubliera jamais. Parce que c'est le jour où il a commencé à aimer sa tache rouge. Cette histoire, elle a été écrite par Pierre Edrich. Je l'aime beaucoup parce qu'elle permet d'expliquer aux enfants qu'il faut vivre avec ses différences, oser la résilience et que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et ce petit garçon, c'était moi avant, avec mes peurs, mes doutes et mes croyances limitantes. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que quelque chose qui nous fait du bien, passion, peut être un catalyseur qui change les mécanismes de notre cerveau sur notre façon de penser. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter 7 mouvements pour surprendre notre cerveau et passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit en mouvement. Mais avant cela, mesdames et messieurs, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Abdelaziz Salami, alias Corona, et je suis danseur. Almost at the door when you strip for me. Show me to the floor to satisfy your freak, 'cause you play it. Oh, you play it. En réalité, de la même manière que nous avons tous un cerveau, nous avons tous un talent. Et donc, cerveau et talent ne sont que le point de départ. Mais ils ne servent à rien si nous ne savons pas comment les exploiter. C'est-à-dire que nos capacités les plus élémentaires ne peuvent s'exprimer qu'à travers du dévouement et du travail. Le problème avec le mot que je viens de dire à l'instant, ou la phrase que je viens de dire à l'instant, c'est le mot travail. Travail, ça vient du latin tripalium, qui était en fait un instrument de torture utilisé par les Romains à 3 pieux pour punir les esclaves. Or, la nature de notre cerveau, elle est flemmarde.
Le cerveau, il est fait pour nous protéger contre quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on ne connaît pas. On connaît tous ce dicton « Moins j'en fais, mieux je me porte ». À l'inverse, lorsqu'on exerce quelque chose qui nous fait du bien, notre cerveau abaisse ses barrières inconscientes. Et il accueille avec plus de facilité la nouveauté, le changement, ce qui nous procure plus de bonheur, plus de créativité, plus de résilience. Exemple, lorsqu'on va lire un bouquin, lorsqu'on fait du sport, ou toute autre activité qui nous procure du bien-être. À ce moment-là, on dit toujours « je n'ai pas vu le temps passer ». C'est ça une passion. Premier mouvement, découvrir. Une étude menée par la plateforme Opinionway sur les passions des Français révèle que 88% des Français ont une passion. Et parmi eux, 83% d'entre eux estiment qu'avoir une passion permet d'être soi-même. Le problème, c'est quid des 12% qui se disent « ouais, mais moi, j'ai pas de passion ». La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous découvrir sa passion. Pour cela, 2 ingrédients. Replonger dans l'enfance, période insouciante et inconsciente, et lister sur papier toutes les choses dans lesquelles on était bon, tous les points dans lesquels on était fort. Et même si ces choses ont évolué, elles restent quand même un bon point de départ. Peut-être que si par exemple on aimait la musique auparavant, retourner dans l'événement dans lequel on aimait cette musique peut nous éclairer. Peut-être qu'en fin de compte, on aimait passer du temps avec les gens. Et auquel cas, évoluer dans de l'événementiel aujourd'hui, ça peut être un bon point de départ. Deuxième ingrédient, écouter le feedback de nos proches. Ils sont le meilleur miroir sur les qualités que l'on ignore sur nous. Et sur le même principe, lister toutes les qualités qu'ils pensent savoir sur nous, ou toutes les choses qu'ils pensent qu'elles matchent avec nos valeurs. Et on ne va pas se mentir, si vous remarquez bien, à chaque fois que quelque chose qui nous fait du bien, une passion, on a tous, à un moment donné, ce sentiment de retour à la réalité. Ces petites voix, ces petites phrases qui parasitent notre état d'esprit et donc notre bien-être. Par exemple, quand quelqu'un va nous dire « Ah, c'est sympa ce que tu fais », et qu'on lui répond « Oh, tu sais, je le fais pour passer le temps ». Ou toutes ces phrases qui commencent toujours par « oui, mais ». Ou toutes ces phrases négatives comme « je ne sais pas »,« je ne suis pas capable »,« jamais ». En fait, lorsqu'on pense que tout est joué d'avance, que ce soit sur nos qualités ou nos défauts de manière innée, on finit par développer une posture de résignation. On croit qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose dans un domaine, et c'est ça qui crée des blocages. Deuxième mouvement, abolir. Notre état d'esprit joue un rôle fondamental lorsqu'on fixe des objectifs, et même de manière générale, dans la réussite. Je vais vous diffuser une publicité faite par l'équipementier Nike au sujet du basketteur Michael Jordan. Et en fait, cette publicité, elle est assez déconcertante parce qu'elle met en valeur les échecs de celui qui est considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que, en cas d'échec répété, la seule chose à faire pour abolir ces mécanismes de croyances limitantes, c'est de lister toutes nos petites victoires, aussi infimes soient-elles. Ça peut être des bonnes notes, ça peut être des bons résultats, même des compliments reçus. Parce qu'en fin de compte, sur le cerveau, il faut 7 actions positives pour contrer une seule action négative. Le cerveau, il est beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus proactif lorsqu'on lui envoie un message positif sur le cerveau pour passer à l'action.
Troisième mouvement, numéroter. Lorsqu'on a un plan d'action, il faut systématiquement le numéroter avec la méthode des escaliers. Moi, à titre personnel, j'y croyais pas du tout. J'avais l'impression qu'elle me touchait, moi, dans mon ego masculin, dans ma capacité à m'organiser. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon ami Alex, coach et mentor business aux États-Unis, et là, ça m'a bluffé. Quand on divise une ambition en 3 ou 4 grandes étapes, et que dans chaque grande étape, on y met des sous-parties, en fait, tout devient plus facile. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, dans ma timidité légendaire, j'avais une envie folle de danser et de me produire devant un public. Du coup, pour ça, je devais m'entraîner, trouver mon identité artistique, être à l'aise devant un public et pouvoir susciter de l'émotion. Donc mes sous-parties, c'était répéter mes mouvements, trouver le style de danse qui me correspond, m'entraîner chaque semaine à parler à 7 inconnus dans la rue, et enfin me poser systématiquement la question, si je ne suis pas danseur, qu'est-ce que j'aimerais bien voir quand je regarde un danseur? Je peux vous dire que ça a changé beaucoup de choses. On ne va pas se mentir. Depuis tout à l'heure, je vous parle de travail, d'énergie. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cerveau? Il est flemmard. Alors, j'ai une question pour vous. Levez la main, ceux et celles dans le public qui respectent toujours les bonnes résolutions qu'ils prennent le jour de l'an. Pas grand monde. C'est normal. Pour nous donner tous plus de chances de réussir face à une ambition, il faut, mouvement numéro 4, signer un engagement dans le temps et suivre son évolution. En neurosciences, on dit que généralement, il faut 21 jours pour qu'une action répétée devienne une habitude. Stephen King, par exemple, qui est un auteur américain qui a écrit une 60aine d'ouvrages à succès, il note systématiquement le nombre de mots, le nombre de pages qu'il écrit pour s'autoréguler en cas de hausse de productivité ou de baisse de productivité. C'est ce qu'on appelle la quantification de soi. Cette quantification, aujourd'hui, on la retrouve de manière beaucoup plus vulgarisée, que ce soit à travers les applications mobiles, nos smartphones, et elle nous permet de pouvoir calculer à peu près tout. Par exemple, le nombre de pas qu'on fait chaque jour, le nombre de calories perdues, le nombre de temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, ou encore toutes les petites choses, toutes ces petites notifications qui nous permettent de nous rappeler les tâches qu'on a à faire dans la journée. De cette manière, on ne perd jamais de vue notre objectif et ça nous donne des chances de pouvoir continuer vers notre ambition. Mais c'est vrai, tous les jours, on est tiraillé entre bonnes résolutions et tentations. Et une étude du National Public Institute révèle qu'en fait, un individu qui est capable de renoncer à son plaisir immédiat pour un objectif de bien-être futur, c'est quelqu'un qui a plus de chances de réussir dans la vie. 5e mouvement, obstiné. Lorsqu'on se lance un nouveau défi, n'hésitons pas à en parler autour de nous. L'engagement social aide à maintenir les habitudes. Plus on va en parler, plus on a des chances de les réaliser. Et plus on sera obstiné. Sur le cerveau, en fin de compte, ce que l'on est capable de divulguer aux autres, ça a plus d'impact que ce que l'on garde pour soi. Et d'ailleurs, lorsque, par exemple, on se fixe un objectif et qu'on le rate, on se trouve toujours des bonnes excuses. Mais par contre, il est plus difficile de faire accepter ces mêmes excuses à son réseau. Quelqu'un qui prend l'engagement d'arrêter de fumer devant son public. Il faut dire que le jour où il grille sa première cigarette devant quelqu'un qu'il connaît, ça lui fait tout bizarre. Normal. Parce que le pouvoir de la volonté, il ne sert pas seulement l'intérêt individuel, il sert également l'intérêt collectif. Et oui, c'est vrai, cependant, on ne va pas se mentir, travailler tout le temps pour obtenir un bien-être supérieur sans jamais profiter de l'instant présent, ce serait un peu une vision vraiment fade de la vie. C'est pour ça que du coup, de manière générale, pour pouvoir perdurer lorsqu'on fixe un effort dans la durée, il faut, mouvement numéro 6, nourrir son engagement de petits plaisirs. Dans mon cas personnel, je me suis toujours dit, si je me produis devant 50 personnes, je fonce m'acheter le chapeau de mes rêves. Et quand c'était chose faite, j'étais tellement content, j'avais l'impression que le chapeau, il me parlait. Et du coup, lorsque j'ai dansé ensuite devant 80 personnes,
j'ai acheté mon deuxième chapeau. Et au fur et à mesure que je dansais devant un auditoire de plus en plus élevé, eh bien, je m'achetais de plus en plus de chapeaux. Donc, au-delà du plaisir que ça me procurait, mais également du bien-être, tout simplement, d'avoir une grande collection, ça m'a surtout mis dans un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, c'est ce qui mène à notre 7e mouvement, le succès. En fin de compte, lorsqu'on est face à des difficultés ou des complexes, pensons toujours aux 6 mouvements qui mènent au succès. Si vous remarquez bien, depuis tout à l'heure, j'ai associé systématiquement un mot-clé à un mouvement. Parce que le message est beaucoup plus fort à ce qu'on envoie à notre cerveau. Et aujourd'hui, j'avais pris comme engagement de vous faire danser. Mais pas de la manière que vous croyez. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de répéter après moi et de reprendre ces 7 mouvements. Je vais les faire dans un premier temps et ensuite on les fera tous ensemble. Premier mouvement, découvrir. Deuxième mouvement, abolir. Troisième mouvement, numéroter. Quatrième mouvement, signer. Cinquième mouvement, obstiner. Sixième mouvement, nourrir. Et septième mouvement, succès. On va le faire tous ensemble. Premier mouvement, découvrir. Deuxième, abolir. Troisième, numéroter. Quatrième, signer. Cinquième, obstiner. Sixième, nourrir. Septième, succès. Ces mouvements, ce sont les miens. Ces mots-clés, ce sont les miens. Parce que c'est mon histoire. Mais chacun d'entre nous a sa propre histoire. Chacun d'entre nous a ses propres mots. Chacun d'entre nous a ses propres mouvements. Du coup, dites-vous simplement que tout est possible. Et en cas de coup dur, simplement pensez à une chose. Si Terminator a pu devenir le gouverneur de la Californie, alors on peut tous se sublimer. Merci beaucoup et bonne soirée.